Cette émission contient des scènes pouvant ne pas convenir à de jeunes enfants. La supervision des parents est conseillée. Lorsqu'on se balade en motoneige, on se doit d'être alerte et vigilant à tout, y compris la neige, surtout la neige. Mais pour commencer, si vous avez toujours rêvé de faire un saut en parachute, continuez de rêver, ça vaudra mieux. Lorsqu'il s'agit d'un saut en parachute, il n'y a en fait qu'une seule règle qui compte. Terminez votre saut en vie. Que vous soyez seul ou en groupe, lorsque vous vous retrouvez en chute libre en plein ciel, vous devez vous assurer d'une chose, c'est que votre aventure ne sera pas la dernière. En Ontario, Rick King, 37 ans, s'apprête à effectuer son tout premier saut en parachute. Sa fiancée, Davina, filme tout et s'assure que l'apprenti n'oublie rien. Et comme il est débutant, Rick aura besoin d'une radio pour communiquer avec son instructeur au sol. Un baiser pour revoir. Et le petit ami de Davina se met en route. The first one will be Rick. Oh. There he goes. Mais il y a un problème. Oh my God. Une des cordes s'est emmêlée. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Rick. Incapable de déployer son parachute correctement, Rick tournoie vers le sol à une vitesse de 80 km à l'heure. À l'aide de sa radio, l'instructeur de Rick lui indique d'activer son parachute de secours. Jumper one, look at your handle and pull it. Number one. Mais Rick n'entend pas les instructions. Jumper one, pull your handle. Il a oublié d'allumer sa radio. Jumper one, look at your handle and pull. Dans sa lutte pour démêler les cordes, Rick s'est coincé la jambe dans celle-ci. Soudainement, il plonge vers le sol. Puis il déploie son parachute de secours. À seulement quelques mètres du sol, le deuxième parachute de Rick fonctionne parfaitement. Davina, soulagé, abaisse sa caméra et court vers Rick. Malgré quelques oublis, ce dernier est parvenu à effectuer un atterrissage parfait. I can't believe I just videotaped that. Mais même les parachutistes expérimentés ne peuvent pas toujours atterrir parfaitement. Deux caméras filment cet instructeur de saut en parachute en train de s'écraser au sol. À l'origine, il essayait d'impressionner les dames avec ses talents de parachutiste. Mais tout ce qu'il va impressionner, c'est le mur de cette maison. À Mexico, un parapentiste fera face à des circonstances beaucoup plus dangereuses. Volant au-dessus d'un canyon, Tony Carlson se retrouve soudainement en pleine chute libre. Ses amis ne peuvent rien faire d'autre que de le regarder plonger de plus de 600 mètres de haut vers le fond du ravin. Tony est soudainement frappé d'un courant d'air chaud ascendant. En une fraction de seconde, il est enveloppé comme dans un cocon et ne peut plus déployer son parachute de secours. Miraculeusement, lorsque ses amis le trouvent, il est toujours vivant. Il est rapidement emmené à une infirmerie située tout près. 24 heures plus tard, Tony est complètement remis et ne souffre que d'un bras cassé. Être témoin d'une chute libre quand on est au sol est une chose. Mais à quoi cela ressemble-t-il pour la personne qui se retrouve soudainement en train de tournoyer à toute vitesse vers la Terre? Chris Owen tombe la tête en bas à 193 km à l'heure. Mais c'est aussi le cas pour son partenaire de saut, Dan Mattek. Lorsqu'ils se séparent, quelques 1200 mètres au-dessus de la ville de Coolidge, en Arizona, Chris prend quelques secondes pour admirer le paysage. Et lorsqu'il tire sur la corde, ces deux parachutes s'ouvrent en même temps. Et puisque ceux-ci ne sont que partiellement gonflés d'air, Chris tournoie de façon incontrôlable vers le sol. Il tente désespérément de libérer les cordes emmêlées, mais il n'y arrive pas. À près de 100 km à l'heure, il continue sa chute fatale.
N'ayant plus rien à perdre, il tente à nouveau de maîtriser son parachute. Avec toute la force qu'il peut rassembler, il tire aussi fort que possible. À seulement une trentaine de mètres du sol, le parachute se remplit d'air, ce qui met fin à son tournoiement incessant. Mais il va quand même frapper le sol violemment. Devil malfunction. I lived through it. Alors qu'il voit ses amis flotter dans le ciel au-dessus de lui, ses collègues au sol courent à son aide. Are you all right, I'm buddy? alive! Are you I'm okay? fucking alive! Hey. Oh my god! Hey, I'm alright. Don't move. I'm alright. Don't move, okay? Any pain anyway? Yeah, I said my prayers, I tell you that. Okay, you got any pain any? I don't have any pain. I'm fucking good right now. Okay. Yeah, don't move. Incroyablement, Chris Owen est sur pied en quelques minutes à peine et ne souffre que d'égratignures mineures et d'échymoses. Et le lendemain, il a effectué 5 autres sauts. Alors qu'on soit un débutant ou un professionnel, chaque fois qu'on se laisse tomber du ciel, on prend des risques. Et quand tout ce qu'il reste à faire, c'est prier, c'est rassurant de savoir que malgré les apparences, on a toujours une chance de s'en tirer. Are you all right, buddy? I'm alive! Are you I'm okay? fucking alive! Aux États-Unis seulement, les avalanches tuent en moyenne 100 personnes par année. La majorité des victimes sont des motoneigistes. Ça fait environ 8 ans que je fais de la motoneige et 4 ans dans la région de West Yellowstone. Trennis Bear et ses amis sont des motoneigistes professionnels qui participent régulièrement à des compétitions de sport extrême. Mais aujourd'hui, ils ne rivalisent que pour le plaisir. Le but était d'aller aussi haut que possible sur la pente puis redescendre. La personne qui allait le plus haut était proclamé le roi de la pente pour la journée. En cet après-midi, le temps est parfait, peut-être même un peu trop. Le ciel était complètement dégagé, le soleil brillait. La température avait augmenté jusqu'à environ 13 degrés. Toutes les conditions sont réunies pour déclencher une avalanche. Trennis remonte la pente et dépasse les traces de ses adversaires. Il remportera probablement le titre de roi de la pente, mais ce roi est sur le point d'être détrôné. Et les amis de Trennis comprennent vite qu'ils sont eux aussi en danger. Lorsque la vague de neige et de glace s'arrête enfin, Trennis n'est nulle part en vue. Puis, un de ses amis aperçoit sa main qui dépasse de la neige. Mes amis ont tout de suite grimpé la montagne, certains d'entre eux en motoneige. Ils ont attrapé des pelles pour pouvoir me déterrer. Lorsqu'ils m'ont sorti de là, ils étaient très heureux de savoir que j'étais en vie et toujours conscient. Heureusement, Trennis se trouve à moins d'1 mètre de la surface et en quelques minutes, ses amis le libèrent de l'amoncellement de neige. Son corps est engourdi par le froid et ses jambes sont faibles. Trennis est heureux d'être en vie, tout comme ses amis. Il s'empresse de raconter comment il a frôlé la mort. I turned, I was fine, I seen it break, it broke too far in front of me. When I went to get out, go over it, there was a bank and I just shot straight near. Trennis aurait facilement pu être enterré profondément sous la neige, mais grâce au cours qu'il a suivi concernant les avalanches et les moyens de les éviter, il a réussi à s'en sortir. Quand j'ai été enseveli sous la neige, je me suis tout de suite mis à nager. Je n'avais aucune idée de la direction que je prenais, mais je savais que je descendais la montagne à une vitesse très élevée. Dans une avalanche, notre corps est toujours aspiré vers le fond. Alors en bougeant les bras et les jambes, cela nous permet de rester à la surface. J'ai dévalé la pente dans la neige sur une distance d'environ 300 mètres. Je ne me souviens pas des quelques instants juste avant que l'avalanche ne s'arrête,
car je ne pouvais pas respirer tout au long de ma chute. I couldn't breathe. Aujourd'hui, Trennis et ses amis ont une règle d'or qu'ils doivent respecter avant de retourner à cette montagne. Toujours vérifier le bulletin météorologique et les risques d'avalanche. When I look back, Quand je repense à cette avalanche, je me considère très chanceux d'être vivant to be here alive, et de pouvoir continuer à faire de la motoneige avec mes amis. snowboarding with my friends. C'est pratiquement un miracle que je sois ici aujourd'hui. Au retour, voyez comment on réussit à faire atterrir un hélicoptère qui n'a plus ses patins. Méchant Père Noël, en primeur, lundi 20h. Tu croiras pas ce que je vais te conter. Arrête. Je te jure. Tu es sérieux? Il paraît que c'est vrai. Arrête. J'en ai une bonne pour toi. Je te vois pas. Non, je te crois pas. Es-tu sérieux? Attends un peu que je te fasse. Ne vous fiez pas aux rumeurs. Lisez le magazine La Semaine. En exclusivité cette semaine, le grand spécial Horoscope 2007, 12 pages de prédictions, plus la victoire de Chantal Lacroix sur son handicap et la thérapie de Norman Brathwaite. Bonne semaine. Cet hiver, refaites connaissance avec le dernier vrai Canadien, Français, Québécois d'Amérique du Nord. Think big, mon Abdul. Bob Gratton, Ma vie, my life, dès janvier. Ferme ta gueule. À TQS. Évolue. Oh. Évolue. Allez, évolue. Tampax Pearl est triplement ingénieux. C'est notre meilleure protection jamais offerte. Ça, c'est une évolution. Jeudi soir et vendredi soir, en direct sur Énergie 989. Discothèque à partir de 22h30. Fêtez avec nous le 31 décembre. Billets en pré-vente à 15 $. De nouvelles couleurs. De nouveaux modèles. De la chaleur. Toujours confortable. Avalanche, pour tout le monde. Fait que jusqu'à nouvel ordre, vous êtes... Ça fait c'est. Bon cop, bad cop. Sur DVD le 19 décembre. Des planches de bois qui émergent littéralement du sol des quatre coins du continent asiatique. Around nobody can explain the phenomenon. Chez Renault Dépôt, ce que vous cherchez, on l'a. Pour quiconque croit au miracle, tous les êtres du musée reprennent vie et a soif d'aventure. Le 22 décembre, lancez le cheval de fer à pleine vitesse. Qu'est-ce que c'est que ce train à la noire? Je ne peux pas tolérer un tel chaos. Ce sera une nuit inoubliable. Faut que je demande plus d'argent pour venir faire ce travail. Une nuit au musée. Prends vie sur IMAX et partout en salle le 22 décembre. Rebonsoir, vous avez jusqu'à lundi pour vous inscrire au concours Mon premier vol avec Vacances Maestro en collaboration avec Le Soleil, Choix Radio X et Benjo. Je vous rappelle que le concours s'adresse aux jeunes de 6 à 12 ans qui n'ont jamais pris l'avion, qui rêvent de le faire. Vous nous envoyez vos coordonnées à l'adresse suivante, monpremiervol@vacances avec un s-maestro.com. Et mercredi prochain, il y a 30 gagnants qui vont s'envoler au-dessus de Québec avec le Père Noël. Bonne chance à tout le monde. Sur ce, de retour à l'émission Faut le voir pour le croire à TQS. Bonne soirée tout le monde à l'antenne du Mouton Noir de la télé. Cette émission contient des scènes pouvant ne pas convenir à de jeunes enfants. La supervision des parents est conseillée. Quand il fait chaud, quand il fait très chaud, il n'y a pas 56 solutions. Soit on enlève un morceau, soit on enlève tout. Et là, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais d'abord, un atterrissage spectaculaire en hélicoptère. Cet hélicoptère sert généralement à transporter des patients blessés. Mais ce soir, c'est l'hélicoptère lui-même qui a besoin d'aide.
Il y a moins d'une heure, la pilote Sue Dinkelacker était en route vers un hôpital pour aller chercher un patient. Elle ne s'est jamais rendue. Dans le noir, l'engin a percuté plusieurs arbres, ce qui a arraché la dérive et brisé la vitre de la cabine de pilotage. Encore pire, Sue souffre d'une blessure à un tendon de la main droite et le patin gauche de l'hélicoptère a été arraché. Maintenant, seule dans l'appareil et avec une seule main pour piloter, elle vole à basse altitude pendant qu'un secouriste prend conscience de l'état de la situation. Si elle touche le sol avec un train d'atterrissage inégal, les pales de l'hélicoptère pourraient toucher le sol et se briser, ce qui entraînerait la destruction totale de l'appareil. Et pour égaliser l'aéronef, les travailleurs doivent aller sous celui-ci pour enlever le patin droit et les restes du gauche. C'est une opération extrêmement risquée. Les ambulances attendent autour, prêtes à réagir en cas de besoin. Si la douleur dans la main de Sue devient insupportable, elle pourrait perdre la maîtrise de l'hélicoptère et mettre en danger la vie des secouristes. Mais Sue combat la souffrance et garde l'appareil aussi stable que possible pendant que les travailleurs s'empressent de détacher le patin droit. Heureusement, les hommes parviennent finalement à le retirer. Maintenant, la pilote doit réussir à poser l'aéronef sans train d'atterrissage. Afin de s'assurer que le tout se fasse le plus en douceur possible, les secouristes empilent une grande quantité de pneus. Sue déplace doucement l'engin vers le lit de caoutchouc. Pendant ce temps, les secouristes s'éloignent de la zone de danger et attendent. La pilote doit faire atterrir l'appareil en plein au centre de la montagne de pneus. Si elle rate, ne serait-ce que de quelques centimètres, l'hélicoptère pourrait tomber et rouler sur lui-même. Il n'y a aucune marge d'erreur et pas de deuxième chance. Après plus d'une heure à faire voler l'aéronef et à le repositionner sans cesse, Sue arrive enfin à le faire atterrir. Les ambulanciers aident la pilote à sortir de son hélicoptère. Sa main est gravement blessée, mais elle ne s'en fait pas. Elle est juste soulagée d'être en vie. La pilote a fait un travail extraordinaire. Elle a réussi quelque chose de très difficile. Le lendemain, on découvre l'appareil complètement détruit. Il ne volera plus jamais. Dans la cabine, on peut voir le sang de la pilote sur les commandes et ainsi comprendre toutes les difficultés qu'elle a eues à surmonter. Mais il semble bien que sa propre vie n'est pas la seule qu'elle ait sauvée. Lorsque l'hélicoptère a percuté les arbres, il y avait 5 passagers à bord. Mais avant même de penser à la façon dont elle allait bien pouvoir atterrir, Sue a volé à basse altitude pour permettre à ses collègues de sauter hors de l'appareil. Maintenant qu'elle a été secourue, son équipe pourra enfin la remercier en personne. C'est une magnifique journée à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. Une journée parfaite pour regarder un match de soccer. Ou pour se promener en motocyclette. Ou peut-être même pour se promener nu dans la ville. Leonardo Acosta, qui était récemment sans emploi, a promis à Dieu que s'il se trouvait du travail, il marcherait dans les rues de la ville dans les vêtements que Dieu lui a donnés, en costume d'Adam. Malheureusement, la police n'a pas été prévenue de cette balade. Cet officier perplexe ne sait pas trop comment réagir face à un homme dénudé. Il saisit sa radio, mais Acosta n'a pas l'intention de rester là à attendre.